Très bien. Alors, c'est toujours avec la gestion des tables en SQL, c'est toujours avec les opérations sur les tables en SQL. On a terminé avec la première partie, c'était les opérations sur les colonnes. On a vu comment ajouter une colonne à une table existante, comment supprimer et comment modifier des colonnes. Et on a commencé la deuxième partie, on a commencé les opérations sur les lignes, ou bien les opérations de mise à jour, d'accord? Dans cette partie, nous avons fait que l'insertion pour le moment. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer toujours avec, ou bien dans ce cadre, et nous allons voir l'opération select. L'opération select, c'est l'opération d'interrogation de base de données. On va parler, on parle de l'interrogation de base de données, c'est-à-dire on va interroger la base de données avec des requêtes des requêtes select, d'accord? Ça veut dire quoi interroger une base de données? Ça veut dire extraire seulement un ensemble d'informations spécifiques à partir de toutes les informations de la base de données. À partir de toutes les données de la base de données, nous allons extraire ou bien sélectionner seulement les informations pertinentes. Voilà, donc c'est ça l'interrogation d'une base de données. Nous allons voir ça en détail, c'est-à-dire comment sélectionner que quelques lignes et non pas toutes les lignes. C'est les lignes ou bien les tuples vérifiant une ou bien des conditions spécifiques. Voilà, on va voir comment appliquer une ou bien des conditions pour filtrer les enregistrements sélectionnés. Par la suite, on va voir comment modifier et comment supprimer des lignes en SQL. Alors, je vais voir seulement les demandes, je vais les accepter. On n'a pas encore atteint le 100. Ok, donc on va continuer avec ce lien pour le moment. Très bien. Juste avant de commencer, j'imagine que vous avez tous remarqué que l'affichage des tables, l'affichage des données est un peu moche. Lorsque vous tapez select étoile from produit par exemple, dans le résultat, il dit comme un décalage. Alors, il faut savoir que l'éditeur SQL Plus est un éditeur de commandes SQL. Il est destiné principalement au codage et exécution des commandes SQL et non pas à l'affichage. Donc c'est normal. Mais, comme je vous ai dit la première séance, si vous voulez avoir un affichage plus personnalisé, plus joli de vos tables et de vos données, vous pouvez installer l'outil Oracle SQL Developer. C'est un outil graphique pour gérer et visualiser vos données. Voilà. On commence notre TP d'aujourd'hui par l'insertion des données. C'est l'instruction insert into. On a déjà vu cette commande la semaine passée. Alors, la syntaxe, c'est insert into, insérer dans cette table ces valeurs, values, et on va spécifier les valeurs à insérer. Ces valeurs vont être insérées dans la table suivant l'ordre des champs de la table originale, c'est-à-dire que la première valeur sera insérée dans la première colonne de cette table, cette deuxième valeur sera insérée dans la deuxième colonne de la table, ainsi de suite. C'est suivant l'ordre de ces colonnes. Les valeurs seront attribuées aux différents champs. Alors, je vais accepter les demandes jusqu'à midi 10. Ok, donc je rajoute 2 ou 3 minutes. Et les gens qui vont venir après, je ne vais pas l'accepter. Hein. Ok, donc c'est midi 11. Donc je vais, voilà, après 2-3 minutes. Les gens qui vont venir après, je ne vais pas accepter leur demande. Ok. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit une remarque concernant l'insertion. On peut nous renseigner que quelques attributs. Ces derniers doivent être mentionnés après le nom de la table, c'est entre parenthèses, et les autres attributs, les autres colonnes,
auront la valeur nulle. Ça, c'est le cas où on a des valeurs manquantes. Voilà les choix à remplir. Les choix à remplir seront spécifiés juste après le nom de la table. On ouvre les parenthèses et on les rajoute un par un. Dans ce cas, vous n'êtes pas, pardon, dans ce cas, vous n'êtes pas obligé de respecter l'ordre des colonnes dans la table originale. Ça veut dire quoi? Dans la table étudiant, si on veut insérer un étudiant, on a seulement son matricule et son nom. D'accord? On va insérer un étudiant et les informations qu'on a, on a seulement l'information qui concerne son matricule et son nom. D'accord? Dans ce cas, on sait que dans la table étudiant, la première colonne c'est matricule, la deuxième c'est le nom. Mais vous n'êtes pas obligé d'écrire matricule en premier et nom en deuxième. Vous pouvez commencer par le nom et nom matricule. Et dans ce cas, cette première valeur sera insérée dans cette première colonne qui est le nom. Et cette deuxième valeur sera insérée dans cette deuxième attribut, dans ce deuxième attribut qui est le matricule, et qui est le premier attribut de la table étudiant. Voilà, donc là, vous n'êtes pas obligé de respecter l'ordre des champs dans la table de référence. Voilà, c'est juste concernant cette remarque. Ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que ça va? Oui. Ok, très bien. Oui, monsieur. Très bien. Alors. Et n'oubliez pas la commande commit. Ça c'est pour valider et pour sauvegarder vos opérations. Après chaque opération de mise à jour. Voilà. Donc pour aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir une méthode un peu plus pratique. C'est pour travailler avec les commandes SQL. C'est pour écrire des commandes SQL. C'est en utilisant les scripts SQL. Voilà, c'est en utilisant des scripts. Donc, on va juste utiliser un script qui est un fichier. Voilà, c'est juste un fichier qui va regrouper la liste de nos commandes. Au lieu de les taper une par une dans l'éditeur SQL+, nous allons les regrouper dans un fichier appelé script et exécuter ce fichier en dernier. Voilà. Une fois pour toutes. C'est quoi un script SQL? C'est tout simplement un ensemble de commandes SQL regroupées dans un fichier. C'est ça. Un script SQL. Dans un script, vous remplacez les points-virgules par des slash. Ça veut dire que chaque instruction, chaque commande doit se terminer par un slash et non pas par un point-virgule. Et vous pouvez insérer des commentaires, vous les mettez entre slash étoile et étoile slash. Une fois votre script est prêt, vous pouvez démarrer l'exécution en tapant arrobase, c'est-à-dire dans SQL+. Une fois votre script est prêt, on va aller vers SQL+, et taper arrobase, suivi par le chemin de notre script. D'accord? Voilà comment lancer l'exécution de notre script SQL. Et pour arrêter, si vous voulez copier l'exécution, vous pouvez cliquer sur CTRL-C ou bien la touche Delete. Dans la tâche numéro 1, Anam. كيف نوصل السكريبت هذا؟ اسكو حيكون صار يعني كاع لي كوموند كنا فيه نوصل simultanément ولا في حاجه؟ Très bien, Amin. On va faire une application directe sur ça tout de suite. Et vous allez comprendre, j'imagine. D'accord? D'accord. Voilà. On va faire par la voilà. Maintenant, on va faire une application directe sur ça. Alors, est-ce qu'on va... Attendez. Je pense que c'est pas la peine d'utiliser le deuxième lien. Ok. On va continuer sur ce lien. Parce qu'on n'a pas encore atteint le leçon. Alors,
la création, voilà, nous avons une application directe sur ça. On va refaire le travail de la fois passée, la création et remplissage de la table étudiant, mais cette fois, c'est en utilisant un script SQL. D'accord? Voilà. Voilà les étapes. Tout d'abord, on va créer un nouveau fichier script.sql dans notre répertoire de travail. On va commencer par créer un nouveau script dans mon répertoire de travail. Par exemple, voilà mon répertoire. Je vais créer un fichier texte normal. Clic droit, New, Text Document. Très bien. Et on va le renommer comme on veut. Par exemple, script. Je vais écrire script. Mais ici, l'extension doit être .sql. Vous devez changer l'extension. Vous pouvez la définir en SQL pour indiquer qu'il s'agit d'un fichier au format SQL. Assurez-vous que les extensions sont affichées. D'accord? Sinon, allez vers affichage ici ou bien View et il suffit de cocher cette option, extension de nom de fichier pour afficher les fichiers avec leur extension. C'est pour afficher les extensions des fichiers et par la suite pour avoir la possibilité de modifier cette extension comme j'ai fait ici. Ok. On va l'ouvrir à partant. Sorry. Je vais fermer ça. L'étape suivante, c'est on va l'ouvrir à l'aide d'un éditeur de code. De préférence, c'est en utilisant VS Code. C'est plus pratique de travailler avec. Donc, je vais juste ouvrir ce script avec un éditeur de code. Ouvrir avec VS Code de préférence. Et voilà, j'ai un fichier qui est vide. Un script vide. L'étape suivante. La tâche numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Il nous a demandé de modifier le fichier en ajoutant le code de création et de remplissage de la table étudiant. C'est exactement le même code. C'est le même code. On va l'écrire dans un fichier au lieu de le taper directement sur SQL+. On va rajouter d'abord le script de création de la table étudiant. C'est tout simplement, on va créer create table, c'est étudiant, on ouvre des parenthèses, avec, nous avons l'attribut matricule, mat, qui est une chaîne de caractères, je vais écrire, varchar de 12 caractères, et puis, le deuxième attribut qui est, c'est le nom, c'est toujours un varchar de, par exemple, de 20 caractères, et puis on a quoi? On a par exemple la date de naissance, date n de type date. Nous avons la section de type chaîne de caractères de 7 par exemple. Et enfin, on a le groupe de l'étudiant qui est un caractère, c'est-à-dire, voilà. Très bien, donc ça c'est le script de création de la table étudiant. C'est en utilisant un script SQL. On a dit que chaque commande doit se terminer par quoi? Très bien, par slash et non pas par un point virgule. Maintenant, pour gagner le temps, donc il nous a demandé de créer la table et de la remplir. C'est-à-dire d'insérer quelques tuples dans cette table. Pour gagner le temps, j'ai essayé de préparer quelques tuples pour le remplissage. C'est pour l'insertion de quelques lignes. Voilà ces 4 tuples. On va les insérer dans la table étudiant. Voilà. Je commence par créer la table et ensuite on va insérer ces 4 tuples. Je dois changer ou bien remplacer
point virgule par des slash. Très bien. À la fin, c'est juste pour organisation, je les mets dans une ligne à part. D'accord? Oui. Très bien. Alors, comme vous pouvez le remarquer, pour le deuxième type et le quatrième, j'ai utilisé la deuxième syntaxe d'insertion. Pourquoi? Parce que j'ai des valeurs manquantes. Par exemple, pour cet étudiant, il me manque l'information qui concerne sa section et son groupe. Voilà, j'ai que ces trois informations, donc j'ai utilisé la deuxième syntaxe et c'est la même chose pour ce quatrième tuple. Très bien. Voilà le. كيف كان يغطي؟ من الفوق ديكلاريتومات. Ah oui, très bien. Même date de naissance, bien sûr. Même date de naissance, très bien. C'est pas très bien. Et date 1, très bien, c'est tiré 8 ici. Très bonne remarque, merci. Voilà. Voilà le script de création de la table étudiant, ainsi que de celui de la remplir par quelques tuples. Alors, en ce qui concerne les dates, pour les gens avec un système d'exploitation en français, comme le cas pour moi, ça ne pose aucun problème. Vous n'aurez aucun problème. Avec le format des dates, vous pouvez les insérer comme elles sont. Donc, je peux exécuter le script directement. Par contre, si vous travaillez avec des systèmes anglais, et d'ailleurs c'est le cas de pas mal d'étudiants, comme j'ai vu dans vos rapports, pour votre cas, vous n'aurez pas un format par défaut pour les dates. Vous devez d'abord le définir par vous-même. Vous devez d'abord définir ou bien spécifier un format par défaut pour les dates, soit avec la fonction toDate, comme vous l'avez fait dans vos rapports. Par exemple, je vais indiquer au SGBD que cette information, c'est une date. Comment? Je vais seulement utiliser la fonction toDate ici. Voilà. Et entre parenthèses, je vais rajouter la date, cette date, et je vais c'est-à-dire indiquer au SGBD que il s'agit d'une date écrite dans quel format. Ici, je vais spécifier le format, ou bien définir le format. Ça veut dire ici, par exemple, ça représente le jour, le mois et l'année. Donc, je vais écrire les deux premières positions représentent le jour, et puis j'ai deux positions pour le mois et 4 positions pour l'année. Tout simplement, c'est ça. Je vais indiquer au SGBD qu'il s'agit d'une date écrite dans un format qu'on va préciser ici. Voilà, donc ici, j'ai précisé le format. Ça, c'est pour les gens, j'ai dit pour les gens qui travaillent avec un OS anglais. Ça, c'est la première solution. La deuxième consiste à changer le format de date de la session courante, modifier le format de date pour la session en cours, une fois pour toutes, et non pas pour chaque ligne. Parce que ici, vous devez rajouter la fonction toDate partout. Hein. Pour chaque insertion, vous devez rajouter la fonction toDate pour chaque information qui concerne la date. Mais vous avez une autre solution, une autre méthode qui consiste à changer le format une fois pour toutes. C'est en tapant ici Alter Session. On va modifier la session en cours. On va modifier quoi dans la session exacte? On va modifier l'information set NLS-8 date format. Voilà, on va changer le format par défaut des dates égale. Et là, on va définir le format qu'on désire utiliser. Par exemple, cet format. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième solution. Ça consiste, on a dit, à changer le format par défaut des dates pour la session
en cours. Modifier la session en cours, alter session. Modifier quoi exactement dans la session? Donc ici, c'est la modification à faire. C'est modifier le format de date et vous spécifiez le format à utiliser. Voilà, par exemple, je vais utiliser 2 positions pour le jour, 2 positions pour le mois et 4 positions pour l'année. Voilà. On a dit que... Anna. Yes. C'est-à-dire que j'ai pas fermé le fait que l'application, j'ai pas arrêté le système, non? J'ai pas quitté le système. Ça veut dire que la session est en cours. C'est ça. D'accord? Le fait de, c'est-à-dire le fait que j'ai une connexion active dans mon application, dans mon système, j'ai une session active ou bien j'ai une connexion à ce système, ça veut dire qu'il y a une session en cours. Par exemple, là, dans notre cas, j'ouvre SQL+, la première des choses, c'est de se connecter. OK? Si je ferme SQL+, c'est-à-dire je vais arrêter la session. Ou bien si je déconnecte, je vais arrêter la session. C'est la même chose. Donc c'est soit je me déconnecte de SQL+, ou bien je ferme SQL+. C'est ça la fin de la session. D'accord? Shakib, c'est bon? Oui, merci. D'accord, très bien. Monsieur, Yanam, yes. هذا السيستم c'est comme si كيف نقولوا في SQL developer كنكليكيو plusieurs articles يعاودوا مع script. C'est le même principe, exactement. Sauf que le SQL Developer, vous n'êtes pas obligé de spécifier le chemin de script, c'est-à-dire de cliquer directement sur Run ou bien exécuter. هو كليكي هو اللي يعرف يديرو. Merci. Oui, ça marche sur SQL Developer l'exécution de script, c'est la question de Yasmine. Il y a des étudiants qui veulent entrer. C'est trop tard, rassez-moi. C'est trop tard. Je vous ai dit, je vais attendre 12 à 15 minutes après midi et c'est bon. Ok. Alors, cette modification, je répète, cette modification n'est pas définitive, hein. C'est valable juste pour la session actuellement ouverte. Donc, la prochaine fois que la session sera ouverte, voilà, le format par défaut sera utilisé à nouveau. Et donc, vous devez réexécuter cette commande après chaque nouvelle connexion à SQL+. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le changer définitivement. Il n'y a pas moyen pour changer le format de manière yes. Monsieur, Ouais. هاد لا موديفيكاسيون كنا درناها pour les gens اللي عندهم OS 11, c'est ça? Oui. Seulement, oui. Exactement. D'accord. On peut rajouter des commentaires. On a dit concernant les commentaires, on peut les insérer entre / étoile et étoile /. Je peux ici écrire, par exemple, la création de la table étudiant. Voilà, on peut rajouter des commentaires sans problème. Voilà. Avant, bon, dans mon cas, j'ai pas un problème avec la date, donc je vais mettre ça en commentaire. Attends, cette commande en commentaire. Voilà. La dernière étape, ça consiste à exécuter le script. On va exécuter le script. Pour le faire, je vais ouvrir quoi? Je vais ouvrir SQL+. On se connecte
système, le mot de passe, voilà. Et pour exécuter un script, je vais écrire arrobase suivi par le chemin de mon fichier, le chemin de mon script. C'est ce script. Je vais copier ce répertoire. Voilà. Je vais l'écrire ici et je rajoute le nom de mon fichier qui s'appelle script l'extension .sql. Voilà. Là, j'ai précisé le chemin complet de mon fichier, de mon script. Voilà mon script. Et pour exécuter le script, on doit ouvrir le SQL Plus et spécifier le chemin vers le script. Et je vais cliquer sur Entrée. Très bien. Donc, nous avons une réponse à chaque instruction. Chaque instruction dans le script a une réponse. Par exemple, si j'ouvre mon script, on a combien d'instructions? On a la première, c'est la création de la table, et j'ai ces 4 insertions, c'est ça? On a 5. Alors, dans SQL+, on doit avoir 5 réponses, une réponse à chaque instruction. Voilà la réponse de la première instruction, c'est-à-dire la table a bien été créée, et la réponse de chaque insertion. J'ai 4 insertions, voilà les 4 réponses. Très bien. On rajoute dans notre script un select à la fin, select étoile from étudiant pour afficher le contenu de la table étudiant, c'est pour afficher les tuples qu'on a insérés. Alors, si je relance le script directement, j'aurai des erreurs, n'est-ce pas? Est-ce que je peux relancer directement le script? Pourquoi non? Très bien. Voilà, Yanis. Bon, machine de créer une autre table, c'est-à-dire on aura une erreur qui indique que la table existe déjà. On ne peut pas la recréer une deuxième fois. Ça, c'est la première erreur. C'est la table existe déjà, donc on ne peut pas la recréer. Mais ce n'est pas un problème. On va travailler avec la table, la première table, la table voilà, qui existe déjà. Et le deuxième problème, c'est quoi? Exactement, c'est ça. C'est-à-dire on va avoir des éléments en double. Je vais réinsérer ces quatre enregistrements, ces 4 tuples une deuxième fois. Donc on va avoir des redondances. Pour régler ce problème, la première solution consiste soit à mettre tout ça en commentaire, d'accord? C'est-à-dire, mon objectif, c'est d'afficher les 4 tuples que j'ai insérés. Donc, on peut mettre tout ça en commentaire et réexécuter le script. D'accord? Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est quoi? C'est de rajouter cette commande. Drop table étudiant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? Effacer la table. Voilà, on va supprimer la table ainsi que les données qu'elle contient. On a dit que la commande drop table permet de supprimer la table ainsi que les données qu'elle contient. La table sera supprimée et les données seront perdues. Donc, je vais commencer par supprimer la table et par la suite la recréer à nouveau et réinsérer ces 4 tubes et enfin les afficher. On sauvegarde, n'oubliez pas le CTRL S, n'oubliez pas de sauvegarder et je réexécute le script. On a select, voilà, select, je me suis trompé dans le select, qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà, select, voilà. On sauvegarde et je relance le script. Voilà, la table a été supprimée, je la recréée à nouveau, j'ai réinséré les 4 tuples et voilà les 4 enregistrements dans ma table, les 4 tuples de la table étudiant. Voilà comment utiliser des scripts SQL
j'imagine que c'est beaucoup plus pratique que de taper vos commandes une par une dans SQL+, surtout pour la création des tables et l'insertion des données. De cette façon, vous gardez les commandes de vos données et de vos données, pardon, vous gardez vos commandes et vos données dans un fichier, et donc vous pouvez les réutiliser après, en cas de besoin. Alors, essayez toujours d'utiliser ou bien de travailler avec des scripts lorsqu'il s'agit de créer des tables et d'insérer des tuples en SQL. J'imagine que c'est beaucoup plus pratique que de taper ces commandes directement dans SQL+. D'accord, très bien. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Monsieur, j'ai pas compris la différence Entre le cas pratique du script ou taper des commandes directement. D'accord. Je tape directement les commandes de SQL+. Et je ferme ma session. Et la prochaine fois, j'aurai besoin de recréer la table et de réinsérer les 6 tuples ou bien les 15 tuples. C'est-à-dire, je dois retaper les commandes à nouveau. Donc, les commandes d'insertion ne seront pas sauvegardées. Bien, la commande de créer de la table et d'insérer des tuples. Par contre, comme ça, je peux garder ce code dans un endroit à part, dans un fichier. Et donc, la prochaine fois, si je désire créer la table à nouveau, la table étudiant, je peux seulement taper une commande. C'est-à-dire, je vais seulement exécuter ce script au lieu de venir ici et de commencer avec create, table, insert into, commande par commande. De cette façon, je peux garder les commandes et les données dans un fichier. Et donc, en cas de besoin, je peux les réutiliser tranquillement. Parce que le quand on directement avec SQL+, ما نقدرش garder c'est-à-dire les commandes dans SQL+. Et là, j'ai juste utilisé un fichier pour garder les commandes. D'accord? D'accord, merci. Très bien. Des questions, d'autres questions? علاش on a fait drop table on a dit que j'ai déjà créé la table étudiant et donc je ne peux pas la recréer une deuxième fois pour ne pas avoir l'erreur qui indique que la table existe déjà et pour ne pas avoir des éléments en double dans sa table, pour ne pas réinsérer les 4 tuples dans la table qui existe déjà et donc avoir des éléments en double, on doit supprimer la table ainsi que les données qu'elle contient, et par la suite la recréer. C'est pour éviter les erreurs seulement. C'est plus que la table, ok. D'autres questions? Monsieur, Sinon, oui, mais ça, on peut rajouter des commentaires partout, exactement. Oui, comme j'ai dit. Anam Zaid, je pense. monsieur, on a combien de je pense que C'est très bon. J'ai oublié le commit. Oui, très bien, Zaid. N'oubliez pas la commande. Il nous faut la commande commit. Hein. N'oubliez pas de la rajouter à la fin. D'accord? C'est après chaque instruction de mise à jour, n'oubliez pas la commande commit. Sinon, si je ferme le SQL+, et je le relance, et puis je tape seulement ici select étoile from étudiant, je vais rien trouver. D'accord? Très bonne remarque. Merci. monsieur, Voilà. عاوني كيفاش نعطوا هذا السكريبت في SQL Plus. Il suffit juste de spécifier déjà ma description. Voilà. C'est arrobase. Ok. On va écrire arrobase suivi par le chemin de mon fichier SQL. C'est le chemin complet. C'est le chemin absolu. D'accord? C'est tout. Donc voilà le chemin de mon script. Et il est dans le TP3 de répertoire TP 2024-25 de disque D. Voilà, voilà le répertoire. D'accord? C'est bon? Dans la deuxième tâche, nous allons voir comment sauvegarder toutes les instructions, toutes les commandes tapées, ainsi que les réponses d'Oracle dans un fichier et non pas
sur l'écran de SQL+. On va utiliser l'instruction spool pour cela et on donnera le chemin du fichier de sauvegarde ou bien le fichier où sauvegarder ces commandes. Nous allons dans cette section voir comment sauvegarder toutes les instructions, bien toutes les commandes tapées dans un fichier et non pas dans l'écran de SQL+. Alors, on va écrire pour cela spool suivi par le chemin de sauvegarde. Un fichier avec l'extension LST, on s'en fout, il sera créé. Et si vous désirez arrêter la sauvegarde, il suffit de cliquer spool off. Par exemple, je vais créer un fichier de sauvegarde dans ce répertoire. Pour cela, je vais ouvrir SQL+, voilà. Pardon. Voilà. Et je vais écrire un spool, ça veut dire quoi? Suivi par un chemin qui sera un fichier qui sera créé. Par exemple, je vais l'appeler sauvegarde. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je lui demande de créer un fichier sauvegarde s'il n'existe pas. Je lui demande de créer un fichier sauvegarde s'il n'existe pas et le mettre dans le sous-répertoire TP3, c'est-à-dire ce répertoire. À partir de ça, à partir de ce moment-là, toutes les commandes qu'on va faire, il va les sauvegarder dans ce fichier. Ok? On exécute cette commande et voilà, comme vous pouvez le voir, le fichier de sauvegarde a été créé. On l'ouvre, on va trouver un fichier vide. C'est normal. D'accord? Pour le moment, c'est-à-dire, j'ai pas encore tapé des instructions à partir du moment où j'ai commencé la sauvegarde. On va taper quelques commandes. Par exemple, je vais écrire select étoile from étudiant. Voilà. Et je vais arrêter la sauvegarde. Comment arrêter la sauvegarde? Spool. Très bien. C'est bon. Je vais arrêter la sauvegarde. Et comme vous pouvez le voir, le fichier de sauvegarde a été mis à jour. Ok? Maintenant, on ouvre le fichier de sauvegarde, celui-là, le fichier de sauvegarde, voilà. Je vais trouver les commandes tapées pendant la sauvegarde. C'est-à-dire, à partir de ce moment, le lancement de la sauvegarde jusqu'à celle-là. Celle-là, c'est l'arrêt de sauvegarde. D'accord? Maintenant, si je tape d'autres commandes, par exemple, je vais taper select, je vais créer par exemple le nom, from étudiant. Ok? Cette commande ne sera pas sauvegardée dans le fichier de sauvegarde parce que j'ai arrêté la sauvegarde. Alors, cette commande, voilà, ne sera pas sauvegardée car on a arrêté la sauvegarde. On peut ouvrir le fichier pour s'assurer. Voilà. En fait, la commande spool, c'est pour garder l'historique de toutes mes interactions avec l'écran de SQL+. Dans un fichier, toutes mes interactions avec SQL+, je vais les sauvegarder dans un fichier. Voilà à quoi sert la commande spool. Ça, c'est pour garder l'historique. Ou bien, voilà, c'est pour garder l'historique, on peut dire ça. Est-ce que c'est clair avec avec la commande spool? Est-ce que ça va? Oui. Pour tout le monde? Oui, monsieur. Très bien. Ok. Monsieur, juste une question. السؤال كيدير enregistrer changement ماشي changement تاع de données. C'est-à-dire, le changement, je n'ai pas compris. Maintenant, je vais sauvegarder
C'est-à-dire mes commandes tapées sur l'écran de SQL+, pour ne pas les perdre, je vais sauvegarder l'historique des commandes tapées ainsi que les réponses d'Oracle dans un fichier au lieu de cet écran. C'est-à-dire, d'accord, je vais tout simplement sauvegarder le contenu de cet écran dans un fichier. C'est tout. كاين اللي معك سي نديرو Exactement, oui, exactement. Bon, ça c'est indépendamment de la base de données. Ça, on parle de seulement côté affichage, hein. C'est seulement l'affichage. C'est indépendamment du côté base de données lorsqu'on parle de commit ou d'enregistrement de la base de données. Donc l'enregistrement de la base de données, c'est quelque chose. Et c'est-à-dire l'enregistrement de l'historique d'interaction, c'est autre chose. Ça, c'est pas vraiment important, hein. C'est pas très important, cette opération. Je voulais juste vous montrer cette possibilité, c'est tout. Ok, d'autres questions? Monsieur, Ouais. si on sans quitter, sans sauvegarder, Oui. بلا ما نديرو سبول اوف هذه Uh-huh. ونخرجوا. Vous pouvez tester. Je pense qu'on doit cliquer spool off c'est-à-dire pour copier le contenu. Parce que je vais copier un contenu de l'écran vers le fichier. C'est le contenu se fait après avoir cliqué, bien après avoir tapé la commande spool off. Ok? C'est pas après chaque instant on fait la sauvegarde. Mais lorsqu'on tape la commande spool off, on fait la sauvegarde. Donc si on sort avant, j'imagine qu'il va pas la prendre. Vous pouvez le confirmer, vous pouvez le tester. D'accord. Merci. D'autres questions? C'est bon? On passe? Oui. Très bien. On commence avec l'instruction select. Alors je vous demande de me suivre, c'est très important cette partie, c'est très important ce qu'on va faire. On passe maintenant à la commande d'interrogation de base de données. C'est la commande select. On utilise l'instruction select, c'est pour interroger une base de données, c'est-à-dire c'est pour sélectionner et afficher des enregistrements. On a vu brièvement cette commande la dernière fois. Nous allons la voir cette fois en détail. La syntaxe de cette commande est select expressions from table name where conditions. Voilà, ça c'est la syntaxe générale de la commande select. Alors, expressions, bien select list. Là, c'est là ou bien les colonnes à sélectionner. D'accord? Vous pouvez utiliser l'étoile pour sélectionner toutes les colonnes. On peut même faire des calculs sur les colonnes, c'est-à-dire en appliquant des fonctions. Bon, on verra ça dans les prochains TP. Voilà. À partir de quelle table? Le nom de la table ici. On va récupérer ces informations à partir de quelle table? Where conditions. Là, bon, ici, c'est là où les conditions qui doivent être remplies pour que les enregistrements soient sélectionnés. Ça, c'est pour filtrer les enregistrements sélectionnés. OK? C'est aucune condition n'est fournie. Tous les enregistrements, bien, toutes les lignes seront sélectionnées. Toutes les lignes de la table seront sélectionnées. Cette clause est optionnelle et facultative. Vous pouvez l'enlever et dans ce cas, sélectionner toutes les lignes, c'est-à-dire sans condition. Nous allons détailler tout ça dans notre TP. OK? Par exemple, pour afficher tous les attributs et les tuples d'une table, pour afficher toutes les colonnes et les lignes d'une table, on va écrire select étoile from le nom de la table. D'accord? Ça veut dire from
cette table, à partir de cette table, sélectionner toutes les colonnes. Donc l'étoile indique toutes les colonnes et l'absence de la condition. L'absence de where, ça veut dire toutes les lignes. Par exemple, pour afficher tous les étudiants, on va écrire select étoile from étudiant. Sélectionner toutes les colonnes, toutes les informations qui concernent les étudiants, ok, et sans condition, ça veut dire toutes les lignes. L'absence de where, l'absence de la condition, ça veut dire toutes les lignes. Tout simplement afficher la table entière, afficher le contenu de la table étudiant. Maintenant, on va parler de la clause where. On utilise where, ça c'est pour afficher un ensemble d'enregistrements vérifiant une condition. La clause where est utilisée pour filtrer les enregistrements, c'est-à-dire extraire uniquement les enregistrements qui remplissent une ou bien des conditions spécifiques. Voilà, ça c'est pour afficher un ensemble d'enregistrements vérifiant une condition. Permet tous les enregistrements d'une table. Tout simplement, c'est pour filtrer les enregistrements, c'est pour appliquer un filtre. Par exemple, voilà, c'est pour afficher les étudiants qui n'appartiennent à aucune section. Là, on désire afficher les étudiants qui n'appartiennent à aucune section. N'appartiennent à aucune section. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le champ section a la valeur nulle. C'est ça. Voilà les étudiants qui n'appartiennent à aucune section. Par exemple, j'ai celui-là et celui-là. C'est-à-dire que la valeur de leur section est nulle. Pour le faire, on peut écrire select matricule et le nom. On va sélectionner seulement le matricule et le nom de chaque enregistrement. D'accord? From, à partir de quelle table? Et là, on ne va pas sélectionner toutes les lignes. Pour ne pas sélectionner toutes les lignes de la table, je rajoute le where. Le where, c'est pour appliquer un filtre ou bien une condition. La condition, je vais sélectionner seulement les lignes dans la section est nulle. C'est ça. Et donc, on va écrire where section is null. Faites attention, ici, on ne peut pas écrire égal. Pour le nul, c'est un cas spécial. Vous avez une remarque ici. Le nul n'admet pas de symbole d'égalité. On peut pas mettre alors section égale nul. Le nul, en fait, c'est un cas spécial. C'est-à-dire que, comment dire ça? Le nul n'est pas une valeur. Ok, et donc on ne peut pas le comparer. Si par exemple ici j'avais section A, B ou bien C, dans ce cas on peut écrire section égale A, section égale B par exemple. Par contre pour le nul c'est un cas spécial. On ne peut pas comparer le nul. On ne peut pas écrire égale nul. On écrit is nul. Donc n'oubliez pas cette remarque. C'est un cas spécial lorsqu'il s'agit de nul. Voilà, on ne peut pas le comparer avec égal, mais c'est avec is. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Alors, dans le where, dans la clause where, nous allons découvrir les différentes opérations qu'on peut employer en utilisant la clause where. Dans le where, on peut employer les opérateurs de comparaison, c'est le supérieur, l'inférieur, etc., l'égal, ainsi de suite. La syntaxe c'est where, attribute, supérieur, inférieur, égal, supérieur, égal, à une valeur. Voilà comment employer un opérateur de comparaison. Par exemple, c'est pour afficher les étudiants nés après le 1er janvier 2005, on peut écrire select étoile from étudiant. Donc, à partir de la table étudiant, on va sélectionner toutes les informations qui concernent un ou bien des étudiants. Les étudiants, on va considérer seulement les lignes ou bien les tuples dans la date de naissance, c'est-à-dire l'information date N,
est supérieur à le 1er janvier 2005, est supérieur à cette valeur. Ok? C'est à partir de la table étudiant, voilà, c'est where from étudiant, à partir de la table étudiant, where cette condition est vérifiée, c'est-à-dire à partir des enregistrements de la table étudiant dont la date de naissance est supérieure à cette date, on va afficher étoile, on va afficher c'est-à-dire le matricule, le nom, la section, la date de naissance, le groupe, etc. Toutes les informations. On peut tester cette commande ensemble ici. Pardon, je vais ouvrir le script. Voilà. Je rajoute cette commande après. Là, on va afficher seulement les étudiants dont la date de naissance est supérieure à cette date et on va réexécuter le script. Oups. Sorry. Ah, j'ai pas sauvegardé. J'ai pas sauvegardé, je pense. Ah non. C'est tapé autre chose. Alors, voilà. On va réexécuter le script. Très bien. Donc là, c'est le résultat de select étoile, c'est-à-dire tous les étudiants de la table. Et là, c'est seulement les étudiants dont la date de naissance est supérieure au 1er janvier 2005. Donc, nous avons cette étudiante et cet étudiant. Donc, Ali, Andrim, et voilà, les deux étudiants dont la date de naissance est supérieure à, au 1er janvier 2005. Très bien. Monsieur, Oui. Anna. monsieur le sénateur, Anna. ça marche pas avec les caractères, les chiens. Avec les chaînes de caractères, ça marche avec l'égal. On peut dire Égal ou différent. égal, ça marche. Oui, ou bien différent, exactement. Mais supérieur, inférieur. En fait, ça marche avec les caractères. Ça marche en inscrit. Exactement, ça marche. Bon, ça marche, c'est-à-dire on considère, après la comparaison, on peut comparer c'est pas avec le supérieur inférieur, ça, on peut pas les comparer, mais pas généralement pas avec le supérieur, avec inférieur. C'est avec order by soit ascendant, descendant, pour ordonner c'est-à-dire des chaînes de caractères en comparant leur code ASCII. Oui, donc on peut les comparer. Mais en pratique, on peut pas dire, enfin on peut dire, mais c'est pas pratique de dire cette chaîne est supérieure à cette chaîne ou bien de dire cette chaîne est supérieure à cette chaîne. C'est-à-dire c'est pas très utile, hein. Mais on peut le faire. On peut le faire, pas directement avec supérieur inférieur, mais avec des order by. Nous allons voir ça pour les derniers types, je pense, qu'on peut comparer. On peut employer le supérieur et l'inférieur, mais d'une manière indirecte. Dans le where, on peut vérifier l'appartenance d'un attribut à un intervalle de valeurs. Ok? Par exemple, ou bien la syntaxe, c'est where la valeur de cet attribut between et entre la valeur 1 et valeur 2. Voilà comment vérifier l'appartenance bien d'un attribut, bien de la valeur d'un attribut à un intervalle de valeurs. Vous avez la borne inférieure et la borne supérieure. Par exemple, pour afficher les étudiants nés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005, on peut écrire select étoile from étudiant toujours, et cette fois la condition c'est where date de naissance, date n, between, voilà la borne inférieure, 1er janvier 2005, and 31 12 2005. Bon, on peut l'écrire avec le inférieur et le supérieur, c'est-à-dire supérieur à cette date est inférieur à cette date, c'est l'équivalent de between, hein. Sinon avec between, c'est-à-dire entre. On va tester la commande ensemble. Voilà. On va afficher les étudiants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005. C'est les mêmes.
Je pense, oui. J'ai que ces deux étudiants qui ont voilà, nés entre le 1er janvier 2005 et le 31/12/2005. Ok. Alors, on peut dans le where vérifier qu'un attribut se termine par un ensemble de caractères précis, un ensemble de caractères spécifiques, ou bien une chaîne de caractères spécifiques. Voilà. La syntaxe, c'est where attribut like. Si on utilise le like et on met la sous-chaîne spécifique à la fin, on a dit se termine par une sous-chaîne, un ensemble de caractères spécifiques, ou bien un sous-chaîne de caractères. Alors, on va écrire le symbole pourcentage au début, et puis la sous-chaîne recherchée. Le pourcentage indique n'importe quelle séquence de 0 ou plusieurs caractères. Donc, c'est ça le pourcentage. Ok? Le pourcentage, c'est n'importe quelle séquence de 0 ou plusieurs caractères, représente n'importe quelle séquence de caractères, et la chaîne représente la séquence de caractères qu'on cherche. Par exemple, pour afficher les étudiants dont leur matricule se termine par 110, on va écrire select étoile from étudiant toujours, where le matricule like, et on écrit pourcentage. Pourcentage, ça veut dire n'importe quelle chaîne de 0 plusieurs caractères au début, et à la fin, je dois avoir cette chaîne. À la fin, après cette séquence de caractères, je dois avoir à la fin le 1 et le 0, le 110. On va tester cette commande ensemble, et on va voir le résultat. Ok. Alors, voilà la liste de tous les étudiants. On a 7 étudiants dont son matricule se termine par un 1, 10, et on a 7 étudiants aussi, son matricule se termine par un 1 et 10. C'est Ali, and Mohamed, c'est bien les deux étudiants que le SGBD, que le SGBD a affiché. Ok? Le pourcentage, on a dit, par exemple, ici, le pourcentage, c'est cette séquence, n'importe quelle séquence de 0 plusieurs caractères. Et pour le deuxième, le pourcentage, c'est cette séquence, n'importe quelle séquence de 0 plusieurs caractères. L'inverse de ça, c'est de vérifier qu'un attribut commence par un ensemble de caractères précis. Dans ce cas, la sous-chaîne qu'on cherche doit être au début de cet attribut. Ça veut dire, on va écrire where attribut like. La sous-chaîne qu'on cherche, elle se trouve au début, en premier, suivi par n'importe quelle chaîne de 0 ou plusieurs caractères après. Ok, ça c'est pour vérifier qu'un attribut, bien que la valeur d'un attribut commence par un ensemble de caractères spécifiques. Je vous donne un exemple pour afficher les étudiants dont leur matricule commence par 2023. Là, on va écrire select étoile from étudiant. La condition, c'est where matricule like 2023 en premier, c'est-à-dire commence par 2023, et pourcentage, suivi par n'importe quelle séquence de 0 ou plusieurs caractères après le 23. On va tester cette commande. Voilà. Très bien, voilà les deux étudiants dont leur matricule commence par 2023, suivi par n'importe quelle séquence après. Voilà, comme on peut vérifier qu'un attribut contient une chaîne spécifique de caractères. Contient, c'est-à-dire que ce soit la position, soit en premier, soit à la fin, ou bien au milieu. Ça c'est pour... Pardon. Pardon. Ça veut dire que la sous-chaîne se trouve soit au début, voilà, au milieu, ou bien à la fin d'un attribut.
Dans ce cas, la syntaxe utilisée, c'est like, pourcentage, chaîne, la sous-chaîne qu'on cherche, suivi par pourcentage. Alors, on a dit que le pourcentage, c'est n'importe quelle séquence de 0 ou plusieurs caractères. Ça veut dire, ici, si ce pourcentage est un 0 caractère, ça veut dire que la sous-chaîne se trouve en premier. Si ce pourcentage est 0 caractère, ça veut dire que la sous-chaîne se trouve en dernier. Si c'est plusieurs, les deux représentent plusieurs caractères, ça veut dire que la sous-chaîne se trouve au milieu. Par exemple, pour afficher les étudiants dans leur matricule contient la sous-chaîne 0, 0, 0, peu importe, au début, à la fin ou bien au milieu, l'essentiel que le matricule contient cette sous-chaîne. On peut écrire where matricule like pourcentage 0, 0 pourcentage. Ok? On peut tester la commande ensemble pour afficher les étudiants qui ont dans leur matricule la séquence 0, 0, 0. Alors, j'ai Ali and Karim. Voilà, Ali, il a la sous-chaîne 0, 0 au milieu de son matricule. Par contre, Karim, il a cette sous-chaîne à la fin, bien au dernier, à la fin de son matricule. Monsieur, Anna. هذا السيستم تاع يحوس في الداتا تاعته كيف باش نديرو في موتور دو ريشيرش Exactement, oui. C'est ça en fait, c'est ça le but. C'est-à-dire, par la suite, si on veut utiliser un formulaire de recherche dans notre application, parce qu'après on va développer une application et la lier avec cette base de données, on peut, c'est-à-dire, on peut mettre en place un formulaire de recherche pour rechercher des informations dans notre base de données. Et là, lorsqu'on clique sur rechercher, on va envoyer une demande ou bien une requête SQL à la base de données, une requête de cette forme, voilà. C'est-à-dire select étoile from étudiant where bon, ça sera le matricule like et là, c'est-à-dire ce qui est écrit dans le formulaire, on va le passer en argument, d'accord? Donc, comme une fonction, les paramètres هو اللي كندخلو. Voilà, l'argument, ça sera ce qui a écrit l'utilisateur. Parce que l'utilisateur, il va écrire quelque chose dans la barre de recherche et taper rechercher. L'information tapée par l'utilisateur, on va remplacer cette sous-chaîne par c'est-à-dire par l'information que l'utilisateur désire avoir. C'est tout. D'accord? Si l'utilisateur مثلا يطابي شي كلمة par exemple جملة complète, est-ce qu'on peut نقسمو كل كلمة واحدة باش يحوس كل واحدة واحدة باش يجيب plus de données? On peut faire des splits, bon, avec un autre langage peut-être, hein, ça dépend du langage de votre serveur, de l'application. On peut faire des splits, hein, pour un split soit avec les espaces, s'il y a plusieurs chaînes, ok, et on va lancer plusieurs recherches. Très bien. D'accord, merci. Très bien, Amin. Très bien. Nice. D'autres questions? Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Vous êtes là? Oui. Très bien. Attendez, je vais brancher le curseur. Je reviens. Je dois juste placer le chargeur. Très bien. Très bien. Ok. Ça va, vous avez compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord, très bien. Alors, donc, parfait. On va continuer alors. Dans le where, on peut spécifier l'exemple, normalement numéro 6, c'est ça. Ah, voilà, 6e. Voilà.
on peut aussi spécifier une liste de valeurs possibles pour un attribut, c'est-à-dire préciser l'ensemble de valeurs qu'un attribut peut avoir. La syntaxe dans ce cas c'est where la valeur de cet attribut in, et ici on va préciser l'ensemble de valeurs possibles pour cet attribut, l'ensemble ou bien la liste de valeurs que cet attribut peut avoir. En fait, c'est l'équivalent de plusieurs OR. Lorsqu'on dit where attribute in x, y, z, ça veut dire que where la valeur de cet attribut égale à x, or la valeur de cet attribut égale à y, or la valeur de cet attribut égale à z. Alors le in remplace plusieurs or. C'est l'équivalent de plusieurs or. Par exemple, pour afficher les étudiants du groupe 1 et du groupe 3, ça veut dire que l'ensemble de valeurs possibles pour le groupe, c'est soit 1, soit 3. On peut le faire avec le in en écrivant select étoile from étudiant, where la condition cette fois c'est la valeur de groupe in et l'ensemble de valeurs possibles pour le groupe c'est 1 ou bien 3. Les deux valeurs possibles pour le groupe, ou bien la liste de valeurs possibles du groupe. C'est l'équivalent de select étoile from étudiant, where groupe égale à 1, or groupe égale à 3. C'est exactement la même chose. Très bien. Voilà les étudiants du groupe 1 et 3. Nous avons ça, le premier étudiant, Ali, et le troisième qui est Karim. Il nous reste la négation de tous ces prédicats, c'est-à-dire le contraire de tout ce qu'on a fait, le contraire de tous les prédicats qu'on a vus. Si on utilise le not, juste le not, on va les précéder par le not. On va écrire not between, par exemple, c'est l'inverse de between, le not null, le not like, not in, etc. Par exemple, qu'est-ce qu'on a on a écrit le like. Alors, je vous donne un exemple. Pour les étudiants, on a dit, je reviens ici. Alors là, on a c'est pour afficher les étudiants dans leur matricule contient la sous-chaîne 003. C'est ça? L'inverse de ça, c'est quoi? C'est pour afficher les étudiants dans le matricule ne contient pas la sous-chaîne 003. Pour trouver les étudiants dans leur matricule ne contient pas la sous-chaîne 003, pardon, on va seulement écrire not like. Not like, ça veut dire on va chercher les étudiants dont le matricule ne contient pas la sous-chaîne 003 à n'importe quelle position, au début, à la fin ou bien au milieu. On va relancer le script. Et voilà les deux étudiants qui n'ont pas la sous-chaîne 003 dans leur matricule. Ça, c'est l'inverse, ou bien la négation du prédicat like. C'est bon? Voilà. Donc, avant de passer à la partie de modification, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris? Tu peux les clients à la carré. Le where in, ça veut dire on va chercher les étudiants where la valeur de cet attribut in, c'est-à-dire égal à ça ou bien égal à ça. Et ce sont les valeurs possibles que cet attribut peut avoir. D'accord? Pour qu'il soit renvoyé, le tuple. D'accord? Qui a posé la question? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Très bien. Alors, on passe à la modification. Pour la modification, pour mettre à jour des enregistrements en SQL, on utilise la commande update. La syntaxe
Voilà l'instruction update utilisée pour modifier des enregistrements existants dans un tab, c'est pour modifier les données ou bien les tuples d'une ou plusieurs lignes. La syntaxe utilisée, c'est update le nom de la table, ok? C'est-à-dire on va mettre à jour cette table, c'est le nom de la table à mettre à jour, cette modification. Alors là, on va spécifier la modification à apporter, on va spécifier la modification à ajuster, where condition, c'est-à-dire on va appliquer cette modification. On va appliquer cette modification sur les lignes ou bien les tuples vérifiant cette condition. C'est là où cette condition est vérifiée. Par exemple, pour modifier le groupe de l'étudiant ayant le matricule, ce matricule-là, en 2, on va changer le groupe de l'étudiant qui a le matricule 2021, etc. Comment on peut le faire? Alors, il suffit juste d'écrire update étudiant. On va mettre à jour quelle table? On va mettre à jour la table étudiant. D'accord? Dans la table étudiant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va modifier exactement de la table étudiant? La modification à faire de la table étudiant consiste à ajuster la valeur du groupe A2. On va modifier la valeur de l'attribut groupe A2 pour... Est-ce que pour tous les étudiants? Non, c'est seulement pour un ou bien 10 étudiants qui ont comme matricule cette valeur. D'accord? On va tester ensemble la commande. Voilà. Et on va réafficher la table étudiant après la modification. Donc là c'est la table, on va afficher la table étudiant. On va mettre à jour la table étudiant. On va mettre à jour quoi exactement de la table étudiant? On va mettre à jour la colonne groupe A2. On va l'ajuster A2 pour l'enregistrement, ou bien, on ne sait pas, c'est un seul enregistrement ou plusieurs. C'est dans le cas où cette condition est vérifiée. Voilà. Et on réaffiche la table étudiant après la modification pour vérifier que la modification a bien été faite. Très bien. Donc voilà la table étudiant initiale. J'ai fait la modification. Voilà la modification, c'est-à-dire la réponse de la commande de modification. Alors, j'avais cet étudiant qui a le matricule 2021, etc. OK? Voilà l'étudiant concerné par la modification. Son groupe était nul, c'est ça? Voilà, était nul. On l'a mis à jour à 2, comme vous pouvez le voir ici. D'accord. C'est le même système de changement de groupe de progrès. C'est-à-dire, je ne sais pas comment ça marche. كما كيديروا واحد الدولة كيبدلوا الفيزوال. Bon, j'imagine que c'est relationnel à la base de données. C'est relationnel. Ils utilisent SQL, ils n'ont pas le choix. Ok, donc la modification de groupe, par exemple, qui m'appelle votre camarade, il s'agit d'exécuter une requête SQL de ce genre, tout simplement. Très bien. Ça va? Des questions? Est-ce que ça va? Oui, monsieur. Ah, très bien. Il nous reste la suppression. On va terminer avec la suppression. Pour la suppression, nous avons l'instruction delete. L'instruction delete utilisée pour supprimer des enregistrements existants dans une table. La syntaxe, c'est delete from table name. Ça veut dire supprimer à partir de cette table, supprimer du tuple à partir de cette table, where cette condition est vérifiée. C'est-à-dire, on va supprimer seulement les enregistrements dont cette condition est remplie. Par exemple, alors on commence par, bon, c'est clair que sans le where, l'absence de where, ça veut dire que toutes les lignes de la table sont supprimées. Mais la table existe toujours. Hein. Donc si on écrit que ça, delete from étudiant par exemple, ça veut dire
supprimer toutes les lignes de la table étudiant. Si on écrit seulement ça, delete from étudiant, sans le where. Sans le where, l'absence de where, l'absence de la condition, ça veut dire supprimer toutes les lignes. Alors, par exemple, pour supprimer les étudiants dans la section est nul, alors je pense que j'ai un étudiant sans section, celui-là. Vous voyez, j'ai deux étudiants sans section, hein. Celui-là, Mohamed et Arim. Comment les supprimer? Comment je peux supprimer ces deux étudiants? Alors là, je dois écrire une requête SQL. Ça veut dire, je vais supprimer à partir de quelle table? Je vais supprimer des lignes à partir de quelle table? C'est à partir de la table étudiant. Delete from étudiant. Est-ce que je supprime toutes les lignes? Non. Je rajoute la condition alors. Je vais supprimer seulement les lignes dans la condition section is null et vérifier. On a dit que là, je ne peux pas écrire égal parce que c'est le nul. Le nul n'est pas une valeur, n'admet pas une valeur et donc on ne peut pas le comparer en utilisant un opérateur de comparaison. On doit écrire is. D'accord? Ça, c'est pour supprimer les étudiants qui n'appartiennent à aucune section. On peut tester la commande ensemble. Voilà. On supprime les étudiants qui n'appartiennent à aucune section et on réaffiche la table à nouveau. OK? On exécute le script. Voilà la table étudiant initiale avec 4 enregistrements. 2 rows deleted, hein, j'ai supprimé 2 lignes. Il nous reste seulement les étudiants qui appartiennent à une section. Les étudiants qui n'appartiennent à aucune section ont été supprimés. D'accord? Voilà. Alors, sinon, pour supprimer toutes les lignes, ça veut dire vider une table. Vous pouvez utiliser la commande truncate table et le nom de la table. Hein. Donc truncate, ça c'est pour supprimer sans condition, supprimer toutes les lignes. En fait, c'est l'équivalent de ça. C'est l'équivalent de delete from cette table sans le where. C'est la même chose. Pour vider une table, on peut écrire delete from cette table. Sans le where, sans la condition, ça veut dire supprimer toutes les lignes, comme on peut écrire truncate table et le nom de la table à vider. Ça c'est pour vider une table. Par exemple, pour supprimer tous les étudiants, pour vider la table étudiant, on peut écrire ça. Voilà. Truncate table étudiant, ça veut dire vider la table étudiant et on réaffiche la table à nouveau pour vérifier. Voilà. Voilà la table étudiant. J'ai vidé la table et si on essaie d'afficher le contenu de la table, il va nous dire aucune ligne sélectionnée. J'ai vidé toute la table. Alors, c'est quoi la différence entre truncate table étudiant et drop table étudiant? Monsieur, on a des noms et direct. Bon, c'est pas ça exactement ce que je cherche. Il y a une différence. Drop supprimer la structure là, sur la table complètement. La commande drop table, elle va supprimer la structure de la table ainsi que les données qu'elle contient. Par contre, la commande truncate, elle va supprimer seulement les données de la table, mais la structure restera. Et donc, on peut réinsérer des tuples sans avoir besoin de recréer la table. Sarah, je pense, Anam. Oui? Elle a une question. Alors, des questions? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Vous avez compris? Alors là, vous avez le
le rapport, pardon. On fait un exercice, c'est l'exercice que vous allez envoyer comme rapport numéro 3. C'est une application directe de ce qu'on a fait dans ce TP. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant de terminer? Donc, est-ce qu'on a terminé le TP? Non, monsieur, tout est clair. Tout est clair pour tout le monde? Ça va? Ok, ça va. فهمتوا bien le TP, j'espère. Monsieur, j'ai une question. نعم تفضل. Monsieur, quelle est la relation بين commit et spool? Non, شوف, commit, c'est une commande liée au SGBD lui-même. C'est-à-dire, c'est une commande que je vais exécuter sur le SGBD. C'est-à-dire, c'est une commande qui a un effet sur le SGBD. Par contre, le spool, ça concerne seulement comme c'est l'utilisateur. C'est seulement dans mon interface de SQL+, je vais écrire des commandes. Je vais écrire des commandes et avoir des réponses. Si je désire garder, c'est-à-dire avec l'historique d'interaction avec cette interface, parce que si je ferme le SQL+, je vais tout perdre. Alors, si je désire garder l'historique de mes interactions avec cette interface dans un fichier à part, je vais utiliser le spool. D'accord? Oui, d'accord, monsieur. Merci beaucoup. Très bien. Merci.